Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire La culture, levier de coopération et de transition territoriale. Je suis Bérénice Sarda, coordinatrice de la vie du réseau pour Culture Co. Et je souhaite la bienvenue à Raphaël Besson, directeur de Ville Innovation, cofondateur du Lucas, ainsi qu'à Agathe Otavi, cofondatrice de Questa, qui interviendront tous les deux dans ce webinaire. Ce webinaire est enregistré aussi, mais organisé par Culture Co, Réseau national pour la culture dans les départements, en partenariat avec la Fabrique des Transitions, qui est une alliance transpartisane de territoires et de réseaux qui renouvelle la manière de conduire les transitions. Ce webinaire s'adresse à nos adhérents, à nos partenaires et aux acteurs et actrices des politiques culturelles territoriales et acteurs et actrices des transitions. Il est ouvert à toutes et à tous et il sera disponible en rediffusion dans quelques jours. Pourquoi on a voulu organiser ce webinaire? Donc, parce que dans le réseau de Culture Co, est remonté de la part de nos adhérents un besoin de ressources sur la question des transitions des politiques culturelles. Aujourd'hui, on voit beaucoup de ressources et d'informations qui commencent à être diffusées sur la transition écologique du secteur culturel, mais il n'est pas toujours clair d'identifier le rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales en matière de politique culturelle pour accompagner ces transitions. Et c'est pour ça qu'on a voulu accompagner nos adhérents et créer de la ressource sur cette question. On a imaginé avec la Fabrique des Transitions un cycle de webinaires en 3 temps qui s'intitule Intégrer la transition écologique dans l'ADN des politiques culturelles territoriales. On a organisé un premier webinaire en avril qui est aujourd'hui accessible en rediffusion sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Et un deuxième c'était sur la question de la décarbonation du secteur culturel. On a organisé un autre webinaire en juin également disponible en rediffusion, qui s'appelait Déconstruire les récits dominants, quel rôle pour la culture dans la fabrique des nouveaux imaginaires. Et on propose donc aujourd'hui le troisième et dernier volet de ce cycle, qui s'appelle, je vois que j'ai une petite coquille sur l'écran, et c'est la culture, levier de coopération et de transition territoriale. Pardon. On a voulu traiter cette thématique parce qu'il nous semble qu'au-delà des enjeux de décarbonation de la culture et du rôle déterminant que peuvent proposer les artistes en favorisant l'émergence de nouveaux imaginaires, le secteur culturel peut aussi se prévaloir d'un rôle de facilitateur au sein de la société et certains acteurs culturels, dits acteurs culturels intermédiaires, jouent déjà un rôle crucial en facilitant la coopération entre différents domaines comme l'art, l'éducation, l'environnement, et leur approche permet d'intégrer des politiques culturelles à d'autres politiques plus vastes, en renforçant ainsi l'importance de la culture dans les transitions. On a voulu s'intéresser à comment ces postures et ces modes de faire peuvent inspirer les politiques culturelles territoriales. Et donc, pour traiter cette question, on a fait appel à Raphaël Besson, qui est expert en socio-économie urbaine et docteur en sciences du territoire, directeur de Ville Innovation et cofondateur du Lucas, donc le laboratoire d'usage culture, art, société, qui a été cofondé donc, avec Culture Co et le Bureau des possibles. Et donc Raphaël Besson qui vient de publier aux éditions du Lucas l'ouvrage Pour une culture des transitions, où à travers une approche théorique et des analyses empiriques, il s'interroge sur les fondements d'une politique culturelle en mesure d'accompagner les transitions territoriales. On pourra également entendre Agathe Otavi, cofondatrice de Questa, qui témoignera de plusieurs projets portés par cette agence d'urbanisme culturel, qui mobilise l'artistique comme un mode opératoire pour agir dans le champ des territoires et des sociétés dans un contexte de transition. Et elle présentera également le mouvement de l'urbanisme culturel. Et entre les différentes séquences, il y aura des temps d'échange, donc on vous propose de répondre à vos questions et pour cela, de les poser via le chat et on s'en fera le porte-voix. Donc, avant de laisser la parole à Raphaël, je souhaitais vous indiquer brièvement des ressources proposées par Culture Co sur cette question des transitions. Donc, comme j'indiquais, Raphaël vient de publier aux éditions du Lucas l'ouvrage Pour une culture des transitions, dont il pourra, voilà, qui détaillera un peu dans ce webinaire. Et puis, vous dire aussi que lors de la dernière rencontre nationale des départements pour la culture, on a eu plusieurs interventions sur la question des transitions, et notamment Nathalie Blanc, directrice de recherche au CNRS et directrice du Centre des politiques de la Terre, qui est intervenue sur la question de la contribution des arts et de la culture à l'habitabilité de la Terre. Et cette intervention a fait l'objet d'un podcast en partenariat avec l'OPC, qui est disponible sur notre site internet et sur le site de l'OPC, et également d'une vidéo YouTube qui est aussi sur notre site et sur notre page YouTube. On vous enverra de toute façon le lien vers toutes ces ressources à l'issue du webinaire. Je vous souhaite un bon webinaire à toutes et à tous, et je laisse la parole à Raphaël. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, juste pour reprendre en quelques mots, l'idée là, c'est de
vous parler un peu du contexte hein, de cet ouvrage pour une culture des transitions, pourquoi les raisons profondes hein, pour lesquelles on a décidé d'écrire cet ouvrage, qui est en tout cas une partie que j'ai pu écrire, et puis qui est quand même aussi un ouvrage collectif, c'est-à-dire qu'il y a la place pour pas mal d'acteurs, donc que ce soit des agents des ministères, des acteurs culturels, des artistes, des acteurs du développement territorial. Ils ont eu la possibilité, si vous voulez, d'écrire aussi un papier là-dedans. Donc c'est aussi un ouvrage qui est plutôt, qu'on pourrait qualifier d'un ouvrage collectif. Donc l'idée là, c'est de reprendre un peu les raisons profondes pour lesquelles on a pu écrire cet ouvrage et d'expliquer un peu le contexte avant de laisser la parole à Agathe Otavi pour qu'elle nous décrive une approche possible hein, culturelle des transitions avec le mouvement notamment de l'urbanisme culturel. Alors par rapport à cet ouvrage, on était effectivement très intéressé par tout ce qui pouvait s'écrire récemment sur notamment les questions de décarbonation de la culture, sur toutes les réflexions notamment de l'ADEME pour essayer de dépasser les approches un peu techniques, réglementaires des transitions territoriales en essayant d'intégrer des réflexions autour des récits, des imaginaires. On a regardé de très près toutes ces approches-là et qui nous ont effectivement totalement alimentés. Mais on s'est dit qu'il manquait quand même quelque chose. Il manquait quelque chose, c'est-à-dire que la question essentielle de la place des arts et de la culture dans cette transition territoriale n'était pas posée, en tout cas travaillée suffisamment, travaillée, elle n'était pas en tout cas pensée jusqu'au bout. Alors plusieurs choses sur le fait que bah, déjà, le fait de travailler sur la décarbonation, sur les récits, les imaginaires, il y avait aussi d'autres éléments qui nous semblaient essentiels à travailler, notamment la capacité des acteurs culturels à pouvoir organiser, faciliter des dynamiques de coopération sur les territoires, leur capacité à pouvoir aussi expérimenter, à pouvoir aussi se positionner comme des acteurs intermédiaires sur les territoires. Et tout ça, en fait, pour nous, c'était des ressources essentielles qui pouvaient être effectivement travaillées par les acteurs et les secteurs hein, culturels et puis par toute une partie en tout cas des artistes. Donc ça, c'est le premier point et c'est un peu l'origine de cet ouvrage. Toutes les réflexions, ce que je vous disais sur eh bien, la décarbonation de la culture, décarboner la culture, décarbonons la culture, qui font une place à bah, la manière dont le secteur culturel pourrait effectivement transitionner, hein, à la fois dans le secteur du livre, le secteur des arts visuels, le secteur du spectacle vivant. Tout ça est très pertinent sur des réflexions sur les mobilités, sur une réduction des déchets. Mais encore une fois, ça ne nous dit pas quelle est la place des arts et de la culture dans ces transitions territoriales. Un deuxième point qui nous a vraiment incité à travailler sur la place des arts et de la culture dans ces transitions territoriales, c'est au fond une prise de conscience que des limites des approches académiques, notamment pour traiter des questions de transition. C'est-à-dire que depuis le rapport Meadows, hein, les années 70, eh bien une espèce d'accumulation hein, de rapports, à la fois hein, évidemment du GIEC et bien d'autres rapports, qui, au fond, nous décrivent inlassablement l'effondrement des ressources, hein, de la biodiversité et des changements climatiques. Et bah, au fond, le décalage peut-être croissant qu'on peut observer entre ces analyses académiques, scientifiques, qui s'accumulent sans cesse, et puis la réalité de l'évolution de nos territoires, la réalité de nos politiques publiques. C'est comme si d'ailleurs il y avait une espèce de comment dire, d'accroissement finalement des différences de traitement entre une analyse scientifique et la manière dont nos politiques publiques peuvent traiter ces problématiques-là, qui, pour la plupart, sont incapables de répondre en tout cas sérieusement à ces crises sans fin et qui vont sans aucun doute s'accélérer dans les prochaines années. Donc ça, si vous voulez, c'était un peu pour nous aussi un point de départ extrêmement important sur le constat que finalement, l'accroissement hein, de la quantité des connaissances scientifiques augmente pas mécaniquement la capacité à la fois des individus, mais aussi des organisations et des institutions à agir et à se transformer, à prendre la mesure de tout ce qui est décrit et analysé dans ces différents rapports académiques et scientifiques. Un autre point, c'est qu'évidemment, donc ça, vous avez eu beaucoup de présentations là-dessus, beaucoup de textes sur ces questions-là, c'est qu'évidemment, hein, les transitions territoriales, c'est aussi une affaire hein, d'imaginaire et de récit. Autour de ces trois grands récits qu'on retrouve hein, de manière assez systématique, contre on va dire, un premier récit ou un premier grand scénario, qui est le scénario de l'effondrement, assez fataliste, voire mortifère, hein, qui se fonde sur l'hypothèse d'un effondrement systémique imminent, c'est-à-dire que la disparition des énergies fossiles, le manque de ressources, l'accroissement des inégalités, eh bien, aurait pour effet
hein, de compromettre l'ensemble de nos systèmes civilisationnels. Donc là-dedans, vous avez toute une série d'auteurs hein, qui écrivent, on va dire, dans cet imaginaire, dans ce récit-là, et notamment certains qui appellent, si vous voulez, à un démantèlement immédiat de nos métropoles, qui seraient considérées comme des infrastructures aujourd'hui barbares, dans la mesure où elles impacteraient de manière irréversible nos écosystèmes naturels, et qu'il faudrait en terminer avec ces métropoles face au constat de notre incapacité collective et de nos institutions à pouvoir effectivement prendre la mesure des enjeux de résilience et de transition territoriale. Vous avez un deuxième scénario très important, qui est le scénario clairement dominant, hein, qui est le scénario technologiste. C'est-à-dire que face à ces défis, à ces enjeux de transition écologique, eh bien, beaucoup nous disent, beaucoup d'institutions nous disent, tout va bien, nous avons les solutions techniques. Nous avons les solutions techniques et donc il faut œuvrer pour développer une croissance économique verte. Nous avons les éléments techniques et technologiques pour répondre à ces enjeux-là. Donc là, ça fait notamment écho à tout un mouvement très très fort qui a pu se développer dans les smart cities, par exemple, qui avait fait le pari hein, de l'apport des technologies numériques pour, à un moment donné, effectivement, répondre à l'ensemble des maux de nos sociétés urbaines, écologiques, de mobilité, de sécurité, de transport, et j'en passe. Donc ça, c'est un point très important. Deuxième type de grand scénario, on va dire, qui est positionné sur une forme de déterminisme technologique très fort. Et là, vous avez notamment l'exemple hein, du projet Masdar, j'aime beaucoup cet exemple, aux Émirats arabes unis, qui vise à créer une ville écologique en plein désert, avec l'apport évidemment de l'ensemble des nouvelles technologies. Et puis, vous avez un troisième scénario. Alors, il commence à y avoir évidemment de plus en plus d'écrits hein, sur ce troisième scénario, mais qui aujourd'hui est clairement marginal, hein, il est encore timide, il émerge progressivement, et qui lui pose hein, l'hypothèse des capacités, nos capacités d'action collective, de résilience, de créativité. Et c'est un scénario qui est porté à la fois par des mouvements écologistes, scientifiques ou encore culturels, et qui appelle en fond à une grande transition et à la nécessité d'une transformation radicale de nos régimes socio-techniques et politiques dominants pour tendre vers un mode de société plus soutenable. Alors, dans ce scénario, vous avez eh bien, nos décideurs qui sont fortement sollicités pour, à un moment donné, eh bien, fabriquer des politiques publiques hein, qui sont en capacité de limiter drastiquement l'artificialisation des sols, la destruction de la biodiversité, l'usage des ressources naturelles et des énergies fossiles. Et un des exemples actuels qui me semble extrêmement intéressant, c'est l'exemple de la ZAN, donc du projet de zéro artificialisation nette, qui est un objectif qui a été fixé par la loi climat et résilience en 2021 et qui vise effectivement à limiter, voire en tout cas interdire la possibilité d'artificialiser les sols à moyen long terme. Alors, par rapport, si vous voulez, aux objectifs de la ZAN, tout le monde est OK et au diagnostic que finalement, l'artificialisation des sols a effectivement des impacts hein, extrêmement importants sur nos écosystèmes naturels, énergétiques et autres. Le problème, c'est la mise en œuvre de la ZAN, qui est extrêmement complexe. Et vous avez là, évidemment, beaucoup de, notamment d'élus, qui se positionnent de manière très opposée à la ZAN. Certains vont parler d'une loi qui serait a priori ruralicide, essentiellement pensée dans le sérail. Alors on retrouve l'hyper-discours dans le sérail hein, des élites parisiennes, des élites technocratiques parisiennes, et une ZAN, des objectifs qui auraient à un moment donné pour effet de compromettre le développement notamment des petits territoires ruraux et des territoires en tout cas de faible densité. Donc, ce qui nous intéresse, c'est moins, on va dire, l'hyper-discours politique autour de ces objectifs ZAN, qui nous épuisent un peu, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt, si vous voulez, le fait que la ZAN, eh bien, elle va, en tout cas, ces objectifs ZAN, vont remettre en cause hein, nos représentations, nos croyances, nos pratiques, nos modes de vie, nos mythes, nos traditions, nos valeurs, nos manières d'habiter. C'est-à-dire que la ZAN et l'ensemble des politiques publiques qui vont être orientées sur ces transitions territoriales vont fondamentalement remettre en question des croyances, des représentations, des valeurs, des pratiques profondes qui sont ancrées depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années dans nos sociétés, dans la fabrique aussi de nos politiques publiques. Et donc, ce que nous dit la ZAN, c'est que les transitions sont beaucoup moins une affaire technique, technologique, qu'une affaire finalement, fondamentalement, culturelle. Et c'est ça un peu toute l'hypothèse et toute la réflexion de cet ouvrage. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas mettre en œuvre hein, toutes ces politiques publiques orientées sur cette transition territoriale sans remettre en question nos imaginaires aménageurs, qui sont largement fondés sur le pavillonnaire, sur la maison individuelle,
sur l'extension sans limite de nos métropoles, sans travailler à se désintoxiquer de la CAM. Hein, ça, je reprends Bouba Oulga, un économiste, qui nous dit que depuis des décennies, nos territoires sont essentiellement structurés autour de cette mythologie CAM, donc pour compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence. Et si on veut penser nos territoires de manière soutenable et a priori à peu près pérenne, il faut absolument se désintoxiquer et sortir de la CAM. D'autres auteurs, économistes là aussi, Elinor Ostrom et Jérémy Rifkin ou encore Éloi Laurent en France, nous disent que la transition des territoriales, elle passera essentiellement par l'apprentissage de la coopération. C'est-à-dire que nos sociétés apprennent fondamentalement à coopérer et non pas à collaborer. Donc avec beaucoup de différences entre notre capacité à collaborer autour de textes, autour d'objectifs un peu précis, mais plus fondamentalement la nécessité à un moment donné de coopérer, donc de faire œuvre commune et de créer donc des systèmes de gouvernance horizontaux qui permettent à tout à chacun de se retrouver à peu près à part égale avec l'ensemble des partenaires qui font partie de ces dynamiques de coopération. D'autres vont nous dire qu'il faut à un moment donné eh bien, inventer collectivement d'autres types de récits de territoire pour pouvoir effectivement se projeter dans d'autres types d'avenir. Donc ça, vous l'avez vu dans dans un autre webinaire. Et puis d'autres vont nous dire encore qu'il faut à un moment donné travailler notre rapport culturel au vivant humain, mais surtout non humain, et donc réapprendre à cohabiter et à vivre avec effectivement le vivant non humain. Donc, si vous voulez, un ensemble de données qui, à un moment donné, eh bien, nous font dire que les transitions des territoires ont une dimension éminemment culturelle et que ce qui ne se réduit pas, si vous voulez, à la question de la décarbonation de la culture, qui est essentielle, mais qui est à un moment donné totalement limitée par rapport à l'ampleur des transitions culturelles qui sont à mettre en œuvre, et qui ne se limite pas non plus à la question des récits, des imaginaires. On pourrait avoir une tendance à mettre effectivement les acteurs culturels, les artistes à cette place-là, qui est effectivement assez pratique, voilà, mais qui est totalement insuffisante par rapport à l'ampleur de ce que ça peut à un moment représenter, de dire que les transitions territoriales sont avant tout une affaire culturelle, bien avant d'être une affaire technique, technologique ou encore réglementaire. Je me répète un peu, mais c'est important de répéter ça, tant on est, en tout cas, je crois, dans nos représentations et nos imaginaires, persuadés que la transition des territoires passe d'abord et avant tout par ces solutions techniques ou encore réglementaires. Donc, pour nous, les arts et la culture ont clairement une place à prendre. Et c'est d'autant plus vrai, et ça c'est assez intéressant, vous avez tout un mouvement, si vous voulez, d'acteurs, notamment de ministères de la transition écologique, de ministères de la culture, de réflexion d'un certain nombre d'acteurs aussi des territoires qui, à un moment donné, se positionnent et en tout cas commencent à réfléchir à cette place des arts et de la culture dans les transitions territoriales. Donc, comme je vous disais, l'ADEME, hein, l'ADEME, ça fait depuis un petit moment que l'ADEME, en tout cas, réfléchit à des fabriques collectives, effectivement, de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, qui pourraient donner une lecture un peu plus positive, en tout cas, des futurs qui pourraient être souhaitables. Vous avez des agences d'urbanisme, ça c'est très intéressant, des agences d'urbanisme qui, à un moment donné, réfléchissent sur le rôle de la culture dans ces transitions territoriales, avec récemment toute une rencontre nationale des agences d'urba à Clermont, qui ont posé hein, cette hypothèse, eh bien, sans recomposition culturelle, pas de transition territoriale. Vous avez des tribunes, avec notamment une tribune assez récente d'artistes, d'architectes, d'urbanistes, de responsables associatifs, de responsables aussi d'agents des ministères, qui ont écrit donc une tribune dans Libération intitulée Artistes, architectes, urbanistes, écologues, oser la post-disciplinarité. Donc beaucoup de choses qui se développent, des programmes qui sont pour l'instant en train de se déployer, notamment des programmes autour de la culture et de l'aménagement, qui eh bien, vont nous dire qu'il y a une nécessité de penser, commencer en tout cas à penser, ces liens entre art, culture, territoire et transition. Et donc, c'est toute la réflexion qu'on a engagée dans cet ouvrage. Alors, juste pour vous dire quelques mots par rapport à cette réflexion sur ces liens entre art, culture, territoire et transition, qui est une réflexion extrêmement stimulante, mais qui pose tout de suite, en fait, trois grands défis, qui sont peut-être trois grands défis, peut-être insurmontables. En tout cas, on les a posés dans l'ouvrage, avec un premier défi autour, on va dire, des défis théoriques, académiques. C'est-à-dire que pour l'instant, les sciences nous disent pas grand-chose sur cette place des arts et de la culture dans la transition, en tout cas sur une analyse des premiers effets du fait de donner effectivement une place entière
à ces secteurs culturels pour travailler sur ces transitions territoriales. Pour l'instant, vous avez dans le champ académique les transition studies, et malheureusement, ces transition studies font très peu de place, on va dire, à toute cette analyse de la place des artistes et du secteur culturel dans ces transitions territoriales. Vous avez une deuxième analyse qui est au fond la place des politiques publiques et la difficulté à un moment donné des politiques publiques à pouvoir évoluer pour effectivement prendre la mesure de l'importance des arts et de la culture dans ces transitions territoriales. Avec un premier exemple qui concerne vraiment les politiques culturelles, hein, qui se sont historiquement, hein, en tout cas depuis la création du ministère de la Culture, structurées sur une logique de spécialisation et d'autonomisation aussi vis-à-vis des autres politiques publiques, ce qui explique aujourd'hui cette grande difficulté, en tout cas des politiques culturelles, à pouvoir effectivement prendre toute la mesure, hein, des transitions territoriales. Il y a eu un mouvement important de territorialisation des politiques culturelles, initié à la fin des années 90, on va dire, mais qui, à un moment donné, n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. C'est-à-dire que quand vous regardez les projets culturels de territoire, par exemple, eh bien, rares sont les projets culturels de territoire à effectivement s'intéresser, prendre la mesure, analyser ce que pourrait être, à un moment donné, la place de ces acteurs culturels de ces territoires dans ces transitions territoriales. Dans les politiques urbaines, hein, je ne détaille pas tout, mais on pourrait faire exactement le même constat. Dans les politiques urbaines, quand véritablement les politiques d'urbanisme prennent en compte, hein, les artistes, les questions de créativité ou le secteur culturel dans la fabrique, hein, des territoires urbains et des métropoles, on est très souvent dans le spectre de la ville créative. Et la ville créative, ça n'a strictement rien à voir avec l'enjeu des transitions territoriales. La ville créative, c'est vraiment le modèle dominant fondé sur la compétitivité, sur l'attractivité des talents des artistes, et à un moment donné, qui n'est pas sur une logique, en tout cas, de transformation, effectivement, de ce régime dominant. Et puis, dernier défi majeur, c'est la question politique. C'est-à-dire que dès que vous allez commencer à parler de transition territoriale, évidemment, vous allez parler de politique publique radicale et très impopulaire. C'est-à-dire que les objectifs de zéro artificialisation nette, les ZAN, les zones à faible émission, les ZFE, toutes ces réflexions sur la fiscalité carbone sont évidemment, hein, des objectifs extrêmement impopulaires et qui sont systématiquement analysés comme des objectifs et des lois qui seraient a priori imposés depuis le sérail des élites parisiennes. Donc c'est extrêmement compliqué, et d'autant plus compliqué suite au mouvement des Gilets jaunes, à un moment donné, de travailler politiquement sur des véritables politiques publiques qui seraient en capacité de prendre la mesure de ces transitions territoriales. Et autre point extrêmement important, c'est qu'en France, les politiques, les élus, pour leur grande majorité, si ce n'est une grande exception, quelques exceptions en France, on va toujours retrouver ces figures comme Jean-François Caron à Lens-en-Goël, ou encore la figure du maire de Clermont-Ferrand. Mis à part quelques exceptions, les politiques ont clairement oublié de faire de la politique avec la culture. Alors peut-être que ça va évoluer, mais en tout cas, force est de constater que la culture n'est plus à un moment donné considérée comme une ressource intéressante et pertinente pour travailler effectivement sur des programmes politiques. Et par rapport à ça, on est assez désemparé quand on commence en tout cas à penser à travailler sur une politique culturelle des transitions territoriales. Alors on est un peu désemparé, mais on n'est pas totalement effondré. C'est-à-dire que vous avez sur les territoires une diversité d'acteurs qui, à un moment donné, nous proposent des approches culturelles des transitions territoriales. Des approches culturelles qui sont multiples, qui sont portées à la fois par des acteurs, on va dire, des politiques culturelles qui sont des acteurs habituels des politiques culturelles, hein, comme des centres d'art, des centres d'exposition, des centres de culture scientifique, des artistes qui, à un moment donné, se positionnent sur ces questions-là. Mais vous allez avoir aussi toute une série d'autres types d'acteurs, comme des urbanistes qui vont travailler sur des formes d'urbanisme culturel. Vous allez avoir des friches culturelles, des lieux intermédiaires, des bibliothèques aussi qui vont se positionner sur ces questions-là. Toute une série d'acteurs qui sont des acteurs culturels, on va dire, non formels, qui ne font pas partie, on va dire, du spectre, hein, premier des politiques culturelles, mais qui défendent une approche culturelle des transitions territoriales. Et puis, vous allez aussi avoir d'autres types d'acteurs qui sont des acteurs culturels qui, à un moment donné, sont quasiment des acteurs culturels qui s'ignorent. C'est-à-dire, je pense là à tous les acteurs, notamment de l'économie sociale et solidaire, qui sont des acteurs extrêmement intéressants pour travailler, en tout cas sur certains territoires, sur effectivement la fabrique collective de nouveaux récits de territoire, et puis sur la mise en œuvre, la conception et le déploiement
de dynamiques de coopération sur les territoires pour œuvrer dans le champ des transitions. Et donc, on a décidé de s'appuyer très clairement sur cette diversité d'acteurs et cette diversité d'approches culturelles des transitions territoriales et de comprendre ce que ces acteurs, ces approches-là, faisaient sur les transitions territoriales. Donc, je ne peux pas du tout vous détailler, mais c'est juste pour vous présenter un peu le cadre de ces réflexions, d'autant que tout ça va être, ensuite, on va rentrer dans la présentation de ces approches avec Questa juste après. Mais juste pour vous dire, dans le cadre de cet ouvrage, on a travaillé sur 4 cas assez différents. D'abord, des acteurs formels, culturels formels des transitions territoriales, dans le cadre des terrains du Lucas, et ce sur quoi on peut travailler dans le cadre des fabriques collectives, donc de projets culturels de territoire, encore de schémas d'enseignement artistique. On a travaillé aussi sur des approches plutôt issues de l'urbanisme tactique ou de l'urbanisme transitoire et culturel, à la fois avec les laboratoires citoyens de Madrid, qui sont des approches très, très, très ascendantes, mais aussi avec des grands programmes portés par l'Agence française de développement d'urbanisme culturel dans le cadre de projets de développement en Afrique. Et puis, on a travaillé sur un projet qui s'appelle Start-up de territoire. Alors, le nom est absolument affreux. Mais là, c'était une ruse de leur part pour, à un moment donné, défendre un projet, si vous voulez, d'économie sociale et solidaire qui travaille sur un nouveau récit, en tout cas, de territoire, une nouvelle approche de l'entrepreneuriat de territoire. À travers, en tout cas, ce type de start-up de territoire, essayer de correspondre, on va dire, au cadre, aux imaginaires des agents du ministère de l'économie et de la Caisse des dépôts pour, en tout cas, essayer de pouvoir connecter avec cet imaginaire-là qui était très fondé sur la Startup Nation. Donc voilà, une espèce de ruse, une tactique qui, à un moment donné, nous fait prendre conscience et nous fait prendre la mesure, en tout cas, de la place des imaginaires, des représentations pour travailler sur ces transitions de territoire. Donc, 4 types de cas. Et au fond, par rapport à ces 4 types de cas, juste pour résumer, ce qui est important de comprendre, c'est que eh bien, il va y avoir l'enclenchement d'une dynamique de transition de territoire dans l'ensemble de ces cas d'études qu'on a pu travailler. C'est-à-dire que ces approches culturelles des transitions, elles vont favoriser plusieurs choses, à la fois les dynamiques citoyennes, d'encapacitation citoyenne, le développement de communautés, de dynamiques de coopération, la transformation des imaginaires et des récits de territoire, la transformation de certains modes de faire, notamment de l'action publique, plus près des besoins et des usagers des territoires, et surtout le développement, on va dire, de projets hybrides, à la fois culturels, sociaux, économiques. On aura beaucoup de difficultés à qualifier ces projets dans le cadre des catégories classiques des politiques publiques, mais qui sont des projets hybrides qui, à un moment donné, vont effectivement être très directement articulés avec des enjeux sociaux, économiques ou encore environnementaux des territoires. Donc ça, c'est important et c'est un peu l'analyse des effets qu'on a pu avoir de ces territoires. Le problème, une fois qu'on a analysé l'ensemble des effets portés par ces approches culturelles de ces différents projets sur les transitions des territoires, le problème, c'est effectivement le dépassement du cadre expérimental, le déplacement juste du cadre des projets, qui sont un peu des projets qui sont à un moment donné déployés sur un territoire pendant une durée limitée. Et ça pose tout de suite la question des limites du governing by experiment, c'est-à-dire des limites de ces approches qui sont essentiellement expérimentales et qui, à un moment donné, ne permettent pas effectivement de construire une véritable politique publique qui porterait justement ces approches culturelles des transitions. Et là, c'est toute la réflexion qu'on a souhaité en tout cas travailler, commencer à initier, à travailler dans le cadre de cet ouvrage, avec notamment toute une série d'articles collectifs, sur cette idée de voir comment est-ce qu'on pourrait travailler sur l'émergence de politiques culturelles de transition territoriale, des politiques culturelles des transitions territoriales portées à la fois sur des politiques publiques nationales, mais aussi ancrées dans le cadre des territoires, pour à un moment donné essayer de conforter, de légitimer, d'accroître effectivement l'impact de ces approches culturelles des transitions territoriales et in fine de travailler sur la question, si vous voulez, de l'institutionnalisation, tout en étant parfaitement conscient de l'effet repoussoir que ça peut avoir chez pas mal d'acteurs culturels, ce terme juste d'institutionnalisation, mais la nécessité de commencer en tout cas à penser collectivement ce processus d'institutionnalisation de ces approches culturelles des transitions territoriales par rapport au fait que nous sommes non seulement convaincus, mais on a pu en tout cas analyser un ensemble d'effets extrêmement intéressants de ces approches culturelles sur effectivement les transitions territoriales.
Donc c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui on se positionne sur une réflexion qu'on initie sur ce processus d'institutionnalisation et de la nécessité de penser des politiques publiques culturelles de ces transitions territoriales avec des formes multiples et notamment la forme de l'urbanisme, du mouvement de l'urbanisme culturel qui nous sera ensuite présenté par Agathe Ottali. Voilà un petit peu pour le cadre. Je m'arrête ici parce que c'est en termes de délai, c'est ce qui a été imaginé. Donc, pour planter un petit peu ce cadre de cette réflexion, passons à Agathe Ottavi pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Et puis après, on pourra de toute façon échanger suite à la présentation d'Agathe. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à Culture Co de poser la question en ces termes, donc notamment la question de la coopération, qui, je pense, est plus que jamais d'actualité. Et donc, voilà, je pense que c'est effectivement un enjeu fort de notre moment historique. Et du coup, je vais en fait vous présenter, voilà, plutôt par l'exemple, en fait, un peu nous, ce qu'on travaille au sein de Questa, qui est une coopérative d'urbanisme culturel, plus qu'une agence. Et on y tient parce qu'en fait, ce format coopératif qui nous rattache au champ de l'économie sociale et solidaire a une valeur au sein de notre organisation et dans nos relations aussi avec les personnes qui nous passent des commandes qu'on considère souvent comme des partenaires. Donc, nous, on existe depuis 2015. On est basé en Île-de-France, à Paris, en région parisienne plus exactement, et à Rennes. Moi, je suis à Rennes. On est 6 salariés, donc des six filles, vous voyez ici, et 6 artistes associés. Parmi ces salariés, du coup, on a confondé cette structure, Alexandra Cohen, qui avec le bonnet rose, et moi, voilà, il y a donc presque 9 ans, avec un parcours en ingénierie culturelle, mais aussi moi en urbanisme, Alexandra en anthropologie. Et depuis, on a été rejoint par différents profils qui viennent du monde, enfin, qui ont des formations culturelles, mais aussi des formations en urbanisme, en architecture et en design. Donc, c'est une équipe mixte qui est assez proche de ce qu'on essaye de défendre. Nous, ce qui a présidé en fait à la création de Questa, et après avoir travaillé assez longuement l'une et l'autre, Alexandra et moi-même, dans le champ de la production artistique dans l'espace public, c'était de se dire à nouveau comment est-ce que l'art peut avoir des effets politiques, sociaux et territoriaux, et ne pas être seulement cantonné à ce que nous, on avait l'impression au final de faire, c'est-à-dire à de l'animation et de la décoration d'espace public, et donc de renouer aussi avec un enjeu d'art social, d'art engagé. Donc aujourd'hui, ça semble assez entendu comme discours, mais en 2015, c'était pas du tout, pas tant le cas que ça. Et quand on a lancé le projet, on était un petit peu en dessous des radars des politiques culturelles, des acteurs institutionnels de la culture qui ne voyaient pas très bien ce qu'on voulait travailler, ce qu'on voulait faire avec les artistes. Et du coup, on a plutôt travaillé dans le champ de l'urbanisme, en fait, et de l'aménagement pour développer notre activité avec en fait l'intuition. Donc ce que je vous montre là, c'est un travail qui s'est construit au fur et à mesure du temps, hein, mais et qui s'est construit au sein de Questa, mais aussi avec d'autres. Et je vous parlerai tout à l'heure du mouvement de l'urbanisme culturel. Mais on s'est rendu compte que finalement, il y avait 3 enjeux qu'on portait, et qu'on portait ces 3 enjeux avec le même niveau d'ambition. Il y avait un premier enjeu qui était d'accompagner les territoires, d'accompagner les projets urbains, les projets de territoire, voire potentiellement d'agir ou de les transformer. Il y avait un autre enjeu qui était de favoriser le pouvoir d'agir des personnes, les logiques d'encapacitation, les logiques d'encapacitation des personnes, mais de toutes les personnes concernées par une situation, par un projet. Et puis un troisième enjeu qui était de produire des gestes et des interventions artistiques situées et fortes, avec une attention autant sur le processus que sur le résultat de la production. Et finalement, c'était ces 3 enjeux qu'on souhaitait défendre dans une pratique hybride, donc qui était du coup issue de plusieurs métiers, de plusieurs compétences, de plusieurs approches, de plusieurs regards, et qu'on a fini par nommer urbanisme culturel, et j'y reviendrai.
Aujourd'hui, donc voilà, presque 9 ans après, nous, en fait, on a affiné notre projet en travaillant, en étant vraiment les 2 pieds, sur le terrain, dans le concret des projets, dans le concret des territoires, dans le concret des contextes et des commandes et c'est, vraiment, en travaillant qu'on a affiné, nos outils, notre méthodologie, notre vision, notre discours. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a 3 grands, axes voilà, peut-être de recherche-action qu'on essaye de défendre, aux soins de Cuesta et on aime bien, cette idée ce terme de recherche-action, dans l'idée que la recherche-action, c'est une recherche dans laquelle il y a une action délibérée de transformation de la réalité et elles ont un double objectif, donc transformer la réalité et produire des connaissances concernant ces transformations. Donc on se retrouve assez bien dans ce terme de recherche-action parce qu'on est à la fois, voilà, on travaille sur des contextes qu'on appelle souvent des terrains. On travaille sur ces terrains avec plusieurs personnes, avec une multitude de regards, de personnes, dont des artistes, et on essaye de transformer cette réalité et en même temps d'étudier qu'est-ce que ça crée. Et du coup, il y a 3 axes un peu qu'on essaye de travailler. En fait, un axe autour de la question des politiques culturelles, donc tu l'as dit, hein, Raphaël, territorialisées. Donc il y a eu, toute une histoire autour de la reterritorialisation des politiques culturelles il y a quelques années, mais qui effectivement peut-être pas allé complètement au bout et notamment peut-être pas allé au bout dans la logique de co-construction aussi avec les habitants, avec les acteurs des territoires et c'est ça qu'on essaye de travailler et voilà, alors qu'on a un peu démarré, sous le radar des politiques culturelles, aujourd'hui, on est de plus en plus amené à travailler avec les politiques culturelles et à mettre au service de ces politiques culturelles les méthodologies qu'on a su développer, que je vais vous exposer, ensuite. On a un deuxième axe de travail qui est la question de la place des enfants et des jeunes dans la construction des territoires. Voilà, avec comment on travaille, quelle place on donne en fait aux enfants, aux jeunes dans la conception, mais aussi dans la gestion de nos espaces publics. Donc, on travaille beaucoup sur cette question-là. Et un troisième axe qui est plutôt celui qu'on va voir ici, qui est la question de la transition écologique, mais aussi la transition sociale et des nouveaux imaginaires qu'on peut déployer, avec un fil conducteur, en fait, qu'on a depuis le début de Cuesta autour de l'eau. Ce fil-là, on l'a développé notamment en travaillant sur notre premier terrain, qui a été vraiment un espace laboratoire sur lequel on a travaillé pendant 7 ans, qui était la vallée de la Vilaine, donc à Rennes, ce qui m'a d'ailleurs amené à vivre du coup dans ce territoire maintenant. Donc voilà, c'était une commande qui relevait de la direction de l'aménagement de Rennes Métropole, la métropole donc de Rennes, sur l'aménagement d'un très grand secteur de 3500 hectares situé au sud de Rennes. Et c'était un projet, enfin une commande ambitieuse pour valoriser cet espace-là et permettre aux habitants de la métropole de se sentir en vacances dans leur ville. Dans une logique vraiment aussi de valorisation du fleuve en centre-ville de Rennes, alors que voilà, la Vilaine, elle porte bien son nom, hein. Pendant des décennies, elle a été assez repoussée, hein, c'est un nom assez repoussoir, et du coup, elle a été même enterrée vivante dans le centre de Rennes. Et depuis voilà, une dizaine d'années, il y a un enjeu, comme dans beaucoup de métropoles, de reconquête des fleuves donc en centre-ville. Mais du coup, le projet Vallée de la Vilaine, c'était aussi d'étendre à l'extérieur du centre-ville et d'aller jusque tout au sud de la métropole, donc dans la zone la plus rurale de la métropole, jusqu'à la commune de Laillé. Et en fait, donc cette commande, il y a eu un concours d'aménagement qui a été remporté par une agence de paysage qui s'appelle l'agence Terre. Et donc, il y avait cette mission de valoriser ce très grand territoire à travers une série d'aménagements pour mieux pouvoir y circuler, s'y déplacer. Et en fait, notre mission, voilà, dans ce projet-là, c'était pas du tout une mission ni artistique ni culturelle, mais une mission qui était vraiment celle qu'on avait au tout début de Cuesta, qui était d'accompagner la concertation et potentiellement de produire 1 ou 2 panneaux d'information et quelques réunions publiques.
la forme de ce marché était assez intéressante parce que c'était un accord cadre et donc il y avait pas mal de souplesse en fait dans ce marché public pour inventer un peu le projet au fur et à mesure. Et donc très rapidement, on a commencé à se dire que pour comprendre en fait ce très grand territoire, il fallait commencer à enquêter dessus en fait et à le représenter, à venir le travailler, le représenter et très rapidement, donc on commence à déployer un certain nombre d'outils artistiques pour représenter ce territoire. Donc là, vous voyez une fresque qui a été pas mal, une grande fresque de 8 mètres de long qui représentait en fait cette espèce et qui a permis de récolter un peu les connaissances des personnes. Mais aussi, voilà, une grande exposition qu'on avait mis en place où on ne présentait absolument pas le projet en devenir, mais bien l'état actuel du territoire. Et comme ça, on commençait à faire circuler cette connaissance, à produire de la connaissance collective et à la faire circuler sur le territoire. Et puis, un certain nombre de marches, en fait, qu'on a appelées des traversées dans le territoire. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que finalement, en fait, ces marches, en fait, sur le territoire, permettait de faire, apparaître en fait une toute autre vision que celle que la vision politique, de se dire, cet espace peut être un très grand, parc de loisirs avec un tourisme de proximité. L'idée, c'était pas tant de nier cette potentialité, récréative et loisir, mais plutôt de la compléter et on sentait qu'en fait, finalement cet espace, il était aussi bien plus que ça. On était sur un territoire un peu à l'écart, un peu oublié du développement urbain et donc, c'était aussi un espace qui était une grande réserve de biodiversité très forte, avec plusieurs espaces classés dans ce lieu-là, et que finalement, ce projet récréatif qui était porté par la ville de Rennes risquait de perturber en fait ce site par une accentuation de la fréquentation humaine donc dans ces espaces-là. Donc il y avait un enjeu autour de comment est-ce qu'on valorise en fait cette ressource de biodiversité. On sentait aussi que du coup c'était un territoire très agricole en fait. Voilà, cette enquête permettait de montrer qu'on était vraiment sur un espace où il y avait beaucoup d'agriculture, etc. Et donc finalement pour les agriculteurs, l'enjeu, de venir, traverser leur champ, il n'était pas, vraiment, le leur et que pour eux, l'espace était plutôt une ressource voilà, de nourricière aussi pour la métropole et donc finalement, à travers toute une série de traversées, de marches, on a exploré en fait ce territoire, voilà, voler, en bateau, en vélo, à pied, dans ces zones les moins, glamour, également mais peu à peu, comme ça, naissait comme une vision en fait de ce territoire qui était peut-être pas tant un projet d'aménagement que finalement un véritable projet de territoire qui permettait de mettre en lien toute une série d'acteurs en fait présents sur ce territoire et toute une série d'attachements à d'autres enjeux que la question du simple loisir en fait sur cet espace. Et donc là, l'apport des artistes ça a été justement de nous permettre de fabriquer un certain nombre d'outils, en fait, d'outils de représentation, mais aussi un certain nombre d'outils pour être ensemble, pour créer des situations collectives et communes. Et on pense que, voilà, c'est vraiment cet enjeu de coopération qui aussi peut être porté par les artistes. Tous ces outils ont permis de fabriquer d'autres outils en fait pour explorer cet espace, donc notamment un guide en fait un guide sur la vallée de la Vilaine qui était à la fois qu'on a voulu comme un guide à la fois touristique mais aussi un guide artistique avec toute une série de représentations artistiques pour découvrir cette vallée, son présent mais aussi son passé très 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 lointain et son futur très 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 lointain. Donc une série de récits qui ont été écrits par Alexis Fichet, une série d'objets aussi qu'on a installés dans le paysage pour commencer à créer en fait des situations. Et finalement, tout ce projet, toutes ces actions en fait éphémères sur le territoire ont été très fortes en fait et ont commencé à construire le projet et à construire une attente autour de ce projet peut-être encore plus forte que les aménagements définitifs. Et a créé comme ça aussi toute une assemblée en fait, de personnes, qui se sont réunies et qui ont montré en fait leurs attachements à ce site-là.
Et là, enfin, voilà, cette image, pour moi, elle illustre parfaitement cet enjeu de coopération, parce qu'en fait, voilà, on ne le sait pas, mais dans la salle, il y a des étudiants, des agriculteurs, des élus, des habitants, des techniciens, voilà, toute une série de personnes qui se sont, voilà, qui se sont réunies autour de cette idée de la vallée de la Vilaine comme un espace ressource, en fait, dans tous les sens du terme pour la métropole, avec un peu cet enjeu aussi qu'on peut trouver chez enfin, notre idée, ça a été finalement de se rendre compte que finalement le projet, plus que de créer des aménagements, c'était potentiellement de créer ces assemblées, un peu aussi dans ces enjeux qu'on retrouve dans le biorégionalisme, où voilà, on crée en fait des assemblées constituantes autour d'une problématique qui se mettent à en prendre soin collectivement. Et là, on a eu en fait le Covid, en fait, qui est passé dessus en 2020 et qui a fait exploser cette dynamique-là, aussi en recréant toute une série de distances entre les êtres et les sols. Et le projet a été repris sous une forme beaucoup plus figée et technique après le Covid et après le changement de personnes en charge de l'aménagement de ce territoire, et notamment les politiques. Donc voilà, ça c'était sur le premier projet, où on voit comment on vient glisser d'un projet d'aménagement vers un projet de territoire, et que finalement la question de la culture se pose clairement, et de l'art, sur la manière de pouvoir créer des assemblées de coopération à l'échelle locale. Ce projet-là en a amené un autre, toujours sur le thème de l'eau. C'est un peu le thème que je vais filer sur ces présentations, sur le thème de l'eau, avec une commande confiée par la région Bretagne. Donc là aussi, ce n'est pas du tout la culture qui nous confie une commande, c'est la direction de la gestion de l'eau. La direction de la politique de l'eau de la région Bretagne, qui, connaissant ce travail sur la vallée de la Vilaine, vient nous chercher avec elle la question qu'elle se pose. Elle se dit, en fait, on se rend compte que finalement, il y a un désintérêt des gens, des habitants sur leur cours d'eau, mais aussi des élus, et les instances en fait qui instituantes en fait sur la gestion de l'eau à l'échelle du territoire sont peu à peu désertées. Donc c'est les commissions locales de l'eau qui gèrent en fait les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau qui sont à l'échelle de chacun des bassins versants. Et finalement, peu à peu, ces commissions locales de l'eau qui réunissent normalement des élus, des techniciens et des acteurs économiques du territoire, elles se désertent. Et la région Bretagne se dit, eh ben, en fait, c'est peut-être parce qu'on a un discours beaucoup trop technique et technocratique sur l'eau, et pas assez patrimonial, pas assez sensible. Et avec l'association militante Eau et Rivières de Bretagne, elle décide de lancer l'idée d'atlas socio-culturel des fleuves, pour créer un nouveau discours en fait sur l'eau. Et pour lancer ce projet d'atlas, qui ne convainc pas du tout leurs élus, à l'époque, ils se disent, mais en fait, elles sont quand même, enfin, cette direction est en train de sortir de son endroit de travail. Elle lance une expérimentation sur un petit fleuve côtier, le Belon, qui est un petit fleuve côtier dans le sud du Finistère, où il y a déjà une dynamique justement associative assez forte, avec pas mal d'associations qui sont notamment des associations autour de la langue bretonne, qui sont assez présentes sur ce territoire. Et elle nous confie cette mission de créer, voilà, une expérimentation pour créer un premier atlas socioculturel du fleuve. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est que nous, on leur dit, en fait, finalement, c'est peut-être pas tant la question de quoi on parle. C'est peut-être pas tant qu'on parle trop des aspects techniques de la rivière, et que finalement, parler du patrimoine d'une rivière, ça peut être aussi très ennuyeux, mais c'est de la façon de comment on en parle. Et c'est là où ça devient intéressant, finalement, d'associer les artistes pour aussi créer de nouvelles formes de discours et de représentation sur un contexte, sur un territoire, sur un objet, la rivière ou le fleuve. Donc là, de la même manière que sur la vallée de la Vilaine, on commence à mener toute une série d'ateliers pour comprendre ce fleuve. Voilà, on est sur un territoire très rural, donc on réunit, voilà, les gens qui sont présents en fait sur ce territoire pour parler de leurs attachements au fleuve, pour le parcourir, pour faire des marches sur ce fleuve. Et tous ces temps-là sont accompagnés notamment par deux artistes, un artiste photographe qui vient représenter ce fleuve, et un artiste
écrivain, donc toujours Alexis Fichet, avec qui on avait fait ce guide de la vallée de la Vilaine, et qui vient lui aussi écouter en fait ce qui se dit dans ces assemblées qui réunissent là aussi des gens extrêmement différentes. Et de ce travail, en fait, ce qui le marque particulièrement, et notamment par rapport à la Vilaine où il avait travaillé, ce qui le marque là, c'est justement les attachements très forts en fait qu'il y a autour de ce fleuve, les attachements, mais aussi les détresses en fait parfois autour de la manière dont cette rivière se transforme. Et les controverses en fait qu'il y a aussi avec des positions très différentes finalement entre les personnes qui participent à ces différents temps d'ateliers, ces différentes marches qu'on organise sur le territoire. Et il décide de créer, en fait, à partir de toute cette parole, en fait, qui est écoutée, il décide d'en faire des fables. Donc, si vous voulez, je vais vous en lire une. Donc, c'est les fables du Bellon. Donc, je vous lis une fable et vous allez comprendre. La tronçonneuse et le ruisseau. Il faut autant qu'on peut écouter tout le monde. On a parfois besoin d'un plus bruyant que soi. Une rivière protestait du bruit des tronçonneuses. Elle était malheureuse. Le vacarme couvrait violemment ses murmures et le chant des oiseaux dans les buissons de mûres et le son cristallin de son eau. Personne ne l'écoutait, mais les bruits s'arrêtèrent. Les élus décidèrent que les coupes coûtaient trop. Trop. Heureuse, la rivière coula des jours et des nuits et de son propre bruit longuement se saoula. Mais les branches poussaient, les feuilles s'entassaient et les saisons passaient. Le lit s'épaississait. Bientôt, on ne vit plus qu'un fouillis de branchages et le si doux ramage, on ne l'entendit plus. La rivière était muette, bouchée comme un vieux vase, impuissante et secrète, elle suintait dans la vase. Trop de tranquillité nuit à la liberté. Il faut parfois souffrir sans donner son avis. On accepte les bruits, on modère sa fierté. Celui qui vous gênait peut vous sauver la vie. Et voilà, là, c'est un moment, on lit ça dans une petite église sur le territoire avec les photos du photographe qui sont accrochées au mur. Et en fait, l'ensemble de ces actions, finalement, et cet endroit artistique, commence à créer enfin vraiment une révélation et parce que notamment les gens dans la salle, enfin ce que je vous dis là, c'était les paroles des gens qui nous disent: «Mais c'est exactement ce qu'on cherchait à dire» et finalement ça donne une forme à ce que ces personnes sur ce territoire s'évertuaient à dire et qu'elles n'avaient pas l'endroit de dire, notamment dans les espaces de discussion qui étaient ces fameuses commissions locales de l'eau. Donc la démonstration s'avère concluante et la région Bretagne lance un appel à candidature, un appel à projet pour lancer d'autres atlas. Et aujourd'hui, il y a 4 atlas qui se déroulent. Le sujet, c'est que nous, on a tout de suite essayé de trouver les liens avec la direction de la culture de la région Bretagne, qui est pourtant vraiment assez attentive, notamment à la question des zones rurales, à la question des droits culturels, autant d'enjeux qu'on mettait en place ici, mais qui finalement n'a pas embrayé dans ce projet-là. Donc le projet est resté porté aujourd'hui, et il l'est encore, par la seule direction de la politique de l'eau et pas par la direction pas en lien avec la direction de la culture. Donc voilà, exemple, on est sur ce projet, voilà, donc on est sur un projet d'aménagement sur le premier, un projet de gestion sur le second. Merci beaucoup. On avait une première question de Solange Batty dans de la Haute-Garonne qui nous demande qui choisit les artistes qui interviennent? Sont-ils issus du territoire? Est-ce qu'ils viennent en résidence sur un temps long? Et que se passe-t-il quand ils s'en vont? Donc, plusieurs questions en une. Alors, qui choisit les artistes? C'est nous. Voilà, on a aussi ce rôle du coup de direction artistique, mais parfois ça peut aussi se faire dans le cadre de coopération, et c'est par exemple l'exemple que si jamais j'ai le temps de vous le montrer ensuite, c'est le cas de coopération avec des acteurs culturels locaux et c'est vraiment la voie, je pense, qui est intéressante à ouvrir aujourd'hui, notamment, avec, voilà, des centres d'art de la rue, peut-être des scènes nationales. Enfin voilà, je pense que c'est des perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui pour, un avenir dans une idée où, le monde culturel, voit la pertinence de ces approches. Les artistes, donc là, je vous ai présenté dans les projets que je vous ai montrés, je vous ai parlé notamment d'Alexis Fichet qui est un artiste associé à Cuesta. Ça veut dire qu'il y a 6 artistes qui sont associés à Cuesta qui ont des pratiques extrêmement différentes. Il y en a qui enfin voilà, dans différentes disciplines artistiques, mais qui sont tous, animés par des enjeux de participation et par cette question qu'on pose au début, c'est-à-dire, comment on peut créer un art utile qui a des effets.
sur des territoires. Donc ça, c'est vraiment un dénominateur commun. Après, il y a d'autres coopérations artistiques qui se tissent au fur et à mesure du temps et qui se tissent aussi avec des artistes du territoire. Voilà, deuxième enjeu, deuxième réponse. Sur la question du temps, effectivement, ce sont des résidences. À chaque fois, il y a des résidences en fait qui sont menées et c'est des résidences qu'on mène souvent ensemble. C'est-à-dire que Questa est aussi en résidence avec des artistes sur les territoires. Et donc ça, c'est aussi important aussi sur les projets qu'on mène, c'est-à-dire qu'en fait, on est à la fois dans les rôles un peu de direction artistique, mais aussi voilà, de coopération en fait, voilà, sur les productions de formes. Donc, on est aussi nous-mêmes en résidence. Par exemple, dans le champ de l'architecture, on parle de permanence architecturale. C'est Patrick Bouchin qui parle de ce terme-là. Voilà, c'est des permanences finalement qu'on fait, des permanences d'urbanisme culturel, parce qu'on est assez enfin, on sait qu'en fait, ces démarches, pour qu'elles fonctionnent, et notamment pour réussir cet objectif que j'ai mis comme un des enjeux de l'urbanisme culturel d'encapaciter les personnes, il faut du temps, il faut beaucoup de temps et il faut beaucoup de présence. Donc voilà, ça c'est une deuxième réponse. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Il y avait une dernière question dans la question qui était: que se passe-t-il quand ils s'en vont? Et que passe-t-il que se passe-t-il quand ils s'en vont? C'est exactement notre grand endroit de préoccupation. Et là aussi, ça rejoint en fait cet enjeu d'urbanisme culturel. Donc ça, c'est notre première patate, là où je disais que c'était accompagner les projets d'urbanisme ou les projets de territoire. Un projet, dans le champ de l'urbanisme, il y a un enjeu de transformation d'une réalité à travers une action concrète. Cette action, elle peut être, par exemple, un aménagement, voilà, quelque chose, donc ça c'est assez visible, mais elle peut prendre aussi plein d'autres formes. Et par exemple, elle peut prendre les formes de chartes, de gouvernance, d'organisation, de livres blancs, de manière en fait d'être ensemble. Et finalement, on sent aujourd'hui que c'est aussi un des enjeux de que se passe-t-il quand on part, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a laissé comme organisation qui permettent à l'action de perdurer. Donc là, évidemment, on n'arrive jamais à être au maximum sur tous les tableaux. La marche est un peu haute. Mais par exemple, dans le projet que je viens de vous montrer sur le Belon, ben, ce qui est resté, c'est qu'il est resté en tout cas une dynamique à l'échelle locale, notamment pour la personne en charge du patrimoine qui suivait la démarche pour la communauté de communes de Quimper-les-Communautés et qui en fait a complètement changé sa manière de travailler suite à ça. Il est resté aussi le fait qu'il y a un appel à projet, qu'il y ait d'autres atlas qui se créent. Donc, voilà, il y a un espace aussi ressources pour y accéder. Donc voilà, ça, c'est ce type de choses qui peuvent rester. Donc, c'est pas obligatoirement des actions matérielles, ça peut être aussi des actions d'organisation et de coopération. Ok, merci beaucoup. On avait une autre question de Caroline Delaporte de la ville de Caen qui demandait qui étaient les partenaires du secteur environnement sur le projet Vilaine, type centre d'interprétation de la nature, agence de l'eau, etc. Alors, sur le projet Vilaine, en fait, au début, vraiment, la démarche, elle était portée par la direction de l'aménagement de Rennes Métropole avec les communes. Donc, c'était vraiment eux qui étaient aux manettes du projet. Avec au début, une vision assez simple, hein. Donc, je vous dis, hein, notre mission, c'est une mission de concertation, de faire 2 réunions publiques et 3 panneaux d'information. Donc, c'était assez simple. On a complètement transformé ce projet en venant enquêter sur le territoire. Donc là, je vous ai montré des images d'enquête dans dans le territoire, sur l'eau, sur les routes, etc. Mais ce que j'ai pas montré, et elle a été tout aussi longue, ça a été les enquêtes dans les institutions. Déjà, pour monter cette démarche-là, pour la faire advenir, on a fait à peu près je pense, le siège de Rennes Métropole pendant 1 an, vraiment, pour rencontrer toutes les personnes dans tous les bureaux, dans tous les services, dans toutes les directions, pour leur montrer qu'en fait, bah voilà, ils devaient être aussi partie prenante de la démarche. Ça nous a amené ça à d'autres institutions, effectivement, comme les agences de l'eau, le département, le Pays de Rennes, enfin toute une série d'autres acteurs publics qui ont été aussi embarqués en fait par cette démarche-là. Donc c'est pour ça que la question d'encapaciter les parties prenantes, c'est autant les habitants que aussi tous les acteurs publics, institutionnels qui sont partie prenante du projet. Et je pense que c'est ça, enfin,
là où on était arrivé à la fin du projet, au bout de 7 ans, on était arrivé sur enfin, une assemblée en fait, de personnes, avec autant des personnes physiques que des personnes morales, en fait, qui étaient partie prenante du projet. Voilà. Merci. On a Marie Lowers qui nous demande est-ce qu'on peut parler finalement dans ces missions de design de service public? Oui, tout à fait. On peut tout à fait parler. Donc, je vous ai dit d'ailleurs que dans la structure, on avait une designer aussi chez nous voilà, qui travaille avec nous. On est très proche par exemple, des gens de la 27e région. On travaille très étroitement avec eux. Donc, c'est effectivement, on partage beaucoup, enfin, un ADN commun, comme on partage aussi un ADN commun avec les acteurs de l'urbanisme transitoire. Je pense que ce qui nous différencie, voilà, et ce qui nous complète plutôt, parce qu'on est vraiment dans des logiques voilà, de se compléter, c'est que notre attention, elle porte aussi beaucoup sur la question des gestes artistiques. Et c'est ça qui est peut-être voilà, un peu spécifique, même si le design peut travailler avec des artistes, même si les acteurs de l'urbanisme transitoire, les architectes constructeurs peuvent travailler avec des artistes. Peut-être que l'enjeu, il est pas tout à fait le même. Nous, il y a vraiment aussi l'enjeu de produire des gestes artistiques. Et quand je vous lis une fable du Belon, pour moi, c'est autant une réussite, le fait que ça existe en ouvrage, un livre qui fonctionne et qu'on peut acquérir en librairie, c'est autant un enjeu que la question de la transformation et de l'encapacitation. Super, merci. Il y a une question pour Raphaël, mais avant, il y avait une autre question. Alors, comment cela se finance? C'est une demande des territoires d'apporter ce côté sensible et les budgets sont inclus dans les projets d'aménagement globaux? Enfin, c'est un point d'interrogation. Ça, c'est une Alors, question. ça, Et c'est après, il y a une question, pardon, excuse-moi, il y a une question complémentaire qui est venue après pour dire comment évolue le budget lorsque la commande évolue, notamment dans l'exemple de la vallée de la Vilaine. ouais. Alors, bah, là, voilà, ça, c'est le nœud de notre problème, la question du financement. Parce que, donc, moi, je vous ai dit, je viens vraiment, enfin, avec mon associé, la première, on vient vraiment du monde de l'ingénierie culturelle et de la production de projets artistiques dans l'espace public. Donc, on a une notion assez claire. Enfin, voilà, on a travaillé sur des grosses productions, type Nuit Blanche, type des grandes commandes dans l'espace public. Donc, on a une notion assez claire de qu'est-ce que c'est, enfin, voilà, comment on produit des projets artistiques. Quand on a commencé à travailler avec Westa, on a travaillé dans des cadres où il n'y avait absolument pas de commande artistique, donc ni de budget artistique dédié. Donc, tout le travail, et en fait, qui est très complexe, ça a été de trouver des cadres de financement pour faire exister ces projets-là. Soit en venant rogner sur nos jours hommes et nos honoraires, donc ça a été beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, d'extraire des montants pour payer des honoraires d'artistes et payer de la production sur des coûts jour hommes, ce qui pose, vous imaginez bien, des questions juridiques et contractuelles importantes. Voilà, soit en allant chercher des budgets complémentaires. Par exemple, sur la vallée de la Vilaine, on a eu aussi des réponses à on a fait des demandes de subventions, soit portées par nous, soit, et maintenant on peut de plus en plus en faire parce qu'il y a de plus en plus d'institutions qui répondent, qui financent des coopératives, mais des fois portées par des partenaires, voilà, pour avoir des budgets complémentaires. Donc c'est tout un travail voilà, d'ingénierie et de montage extrêmement complexe. La chance qu'on avait dans le projet Vallée de la Vilaine, c'est que c'était un accord cadre avec des marchés subséquents. Donc en fait, voilà, là, il y a un montant maximum qui est fixé à l'accord cadre, une durée maximum, mais après, les marchés peuvent s'écrire au fur et à mesure. Donc c'était, enfin vraiment, c'est une méthode complètement agile en fait qui a été mise en place, mais qui a été un alignement de planète parce qu'à un moment il y a eu des élus qui ont pris ce courage et ce risque-là, des services juridiques qui ont accepté enfin des techniciens qui suivaient le projet qui étaient aussi alignés. Enfin, c'est un alignement que j'ai rarement retrouvé. Donc voilà, donc c'est pas si évident et du coup ben c'est vraiment un des gros enjeux de voir comment est-ce qu'on peut trouver des montages et des financements complémentaires. Là, l'exemple que je voulais vous montrer ensuite, par exemple, c'est sur un projet où c'est une étude urbaine qui est commandée par la ville de Lanester. Donc, on est vraiment dans le cadre d'études urbaines. Nous, on intervient sur une ligne de concertation, mais à côté, on allait chercher un budget de prod auprès de la DRAC Bretagne pour produire un projet artistique. Donc voilà, on travaille en fait ces montages et ces complexités-là, et c'est vraiment le nœud du problème et de la complexité, quoi. Merci beaucoup. Il y avait une question pour Raphaël. Donc, je ne sais pas si Raphaël, tu nous entends? Ouais, je suis là.
Super. Voilà. Qui était pourquoi institutionnaliser? À moins que la question ne soit comment le faire, l'enjeu n'est-il pas de transiter aussi dans la façon de concevoir les politiques publiques, d'envisager le lien entre institutions, dispositifs, programmes et habitants, de penser les politiques publiques de façon transversale et intersectorielle? C'est donc Hélène Bourguignon de l'Agglo du Pays Basque qui nous pose Ça marche. ces Bah, je vais répondre. questions. Juste pour réagir en 2 mots sur tout ce qu'a dit Agathe, il y a 2 points qui me semblent essentiels. Le premier point, c'est justement ça, c'est-à-dire que tous ces acteurs, en réalité, toutes ces approches culturelles et transitions, donc vous avez le mouvement de l'urbanisme culturel, mais vous en avez bien d'autres qui vont à un moment donné travailler sur ces approches-là, eh bien, tous ils bricolent, ils rusent. Et ça fait depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, où au fond, vous prenez conscience que vous avez tout ça fonctionne parce que vous avez des acteurs qui sont, on va dire, qui comptent pas vraiment leur jour, et puis surtout qui ont appris à ruser, à bricoler dans toute une série de catégories de politiques publiques et qui vont, au fond, prendre un certain nombre d'appels à projets, des choses comme ça, les détourner et in fine, travailler sur ces formes-là. Donc ça, c'est vraiment la limite considérable. C'est-à-dire que ça a marché encore il y a 15 ans, quand on analysait ça, il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça commence à être plus que limite, dans la mesure où vous avez effectivement des vrais défis écologiques, sociétaux qui sont en face de nous et qui a une vraie limite, au fond, à l'expérimentation et au bricolage. Et ça, c'est extrêmement important de le dire. Et je pense qu'il serait temps que nos institutions passent un cap, c'est-à-dire que prennent conscience que finalement, le fait à un moment donné de créer un minima, un cadre d'expérimentation ou d'accepter que des acteurs viennent un peu ruser dans les catégories des politiques publiques, eh bien ça a des limites, ça a clairement des limites et ça pose toute la question, et c'est pour ça que je la pose, de l'institutionnalisation. Je vais juste revenir là-dessus juste après. L'autre point qui est extrêmement important, c'est ce que je vous disais, c'est que tous ces acteurs de l'urbanisme culturel, ils sont extrêmement pionniers, avant-gardistes. Ils ont déjà beaucoup œuvré. Hein, ça fait depuis 15 ans que le mouvement véritablement s'est structuré avec toute une série de territoires et tout ça. Mais vous avez bien d'autres acteurs, encore une fois des acteurs culturels formels et encore informels, comme ce mouvement-là, ou vraiment très très éloignés, on va dire, a priori des questions culturelles, comme tous les acteurs de l'ESS. Et par rapport à cette grande diversité d'acteurs, on pourrait se dire, bah, tout ça est beaucoup trop élargi. Il y a quand même 2 caractéristiques qu'on va retrouver de manière systématique chez tous ces acteurs. La première, c'est une définition, une vision élargie de la notion de culture. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que toutes les pratiques artistiques et culturelles de ces acteurs ne vont pas se limiter aux beaux-arts, aux œuvres académiques, aux disciplines artistiques. Ils vont défendre, alors très souvent, je vais avoir ce thème qui va revenir, hein, que ce soit chez les acteurs de l'ESS ou des acteurs beaucoup plus traditionnels du monde de la culture, cette vision anthropologique de la culture, avec cette idée de défendre une culture vivante, hein, qui puisse à un moment donné effectivement rentrer, on va dire, dans la vie ordinaire des individus et des sociétés locales. Donc par rapport aux formes que ça va prendre, hein, toutes ces approches-là, ben, elles vont être multiples. Ça peut être effectivement une œuvre d'art, une exposition, un spectacle, hein, de manière assez traditionnelle, mais ça peut prendre la forme, la création d'un mobilier urbain, de tiers-lieux, d'espaces publics, de contes, de choses comme ça. Et donc, les formes vont être extrêmement multiples, mais l'important, c'est bien comprendre, en tout cas, ce positionnement autour d'une vision très élargie de cette notion de culture. Et puis le deuxième point, alors c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, hein, mais qui est aujourd'hui très clairement affirmé par ces acteurs-là, c'est au fond de placer les arts et l'action culturelle au cœur des transformations sociétales. Il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup d'expériences d'expérimentation dans les années 30, notamment dans les années 50, voilà. Mais aujourd'hui, vous avez toute cette série d'acteurs qui, à un moment donné, positionnent fortement les arts et la culture dans cette logique de transformation sociétale. Et Agathe Otavi reprenait notamment le terme ou la notion d'art utile qui rentre complètement dans ce spectre-là. Donc pour moi, ces 2 caractéristiques sont essentielles et c'est ce qui va, à un moment donné, effectivement, faire que cette myriade d'acteurs très divers, voilà, nous on a tenté en tout cas d'avoir un peu une lecture de cette diversité d'acteurs, eh bien, vont se retrouver dans ces formes et ces approches culturelles des transitions. Alors sur l'institutionnalisation, c'est fondamental, c'est fondamental. C'est-à-dire pour plusieurs raisons, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on arrive vraiment à la limite, plus qu'à la limite, ça devient même quasiment absurde, voire tragicomique, de cette succession, cette addition, si vous voulez, d'expérimentations territoriales qui vont à un moment donné travailler sur ces approches culturelles des transitions. Il ne s'agit surtout pas de créer un énième programme expérimental ou d'accompagner une énième expérimentation, il s'agit de prendre la mesure de ce que ça peut signifier
toutes ces approches-là aujourd'hui dans la transformation des modes de faire, la transformation de l'action publique. Et nous, c'est ce qu'on essaye de dire en disant, eh bien, il s'agit aujourd'hui donc de travailler sur cette notion d'institutionnalisation et donc de l'invention, du travail en tout cas, d'une politique publique en mesure d'accompagner, de structurer, de légitimer, de pérenniser toutes ces approches culturelles des transitions. Parce qu'on arrive à la limite, et à la limite de la ruse et du bricolage, et que par ailleurs, les défis, on va dire, écologiques des territoires sont de plus en plus significatifs. Donc par rapport à ça, cette notion d'institutionnalisation, on fait exprès de la poser. On fait exprès de la poser parce qu'en fait, elle est impensée. Très souvent, en fait, le lieu commun, on va dire, de l'institutionnalisation, ça va être que ce processus-là va avoir pour objet tout simplement de normaliser, d'assécher la créativité, voire pire, dans certaines représentations, de remettre en cause une créativité qui aurait été un peu pure, voilà, originelle, pure, pardon, hein, essentiellement ascendante, portée par des acteurs artistiques ayant une vision totalement pure et désintéressée de ces questions-là, par des dynamiques citoyennes, voilà, naturelles, qui seraient développées comme ça, in situ. On est très très sceptique par rapport à ces approches-là. C'est pas qu'on est contre, pas du tout, mais on se rend bien compte que là, on est face à des lieux communs assez importants. Au-delà de ça, c'est que travailler sur l'institutionnalisation, et c'est exactement la remarque qui a été faite, c'est au fond travailler sur clairement la transformation des modes de faire, la transformation des catégories des politiques publiques, qui à un moment donné sont incapables de prendre la mesure de ce que racontent et ce que font en fait ces acteurs-là. Donc, ce processus-là, il doit être travaillé, pensé, et on fait l'hypothèse qu'à un moment donné, une politique culturelle des transitions territoriales, qui peut prendre des formes multiples, qui peut être pensée encore une fois à l'échelle nationale, à l'échelle des territoires, à une échelle méso, à une échelle ou à un niveau où l'acteur public est plus ou moins présent, ça peut totalement effectivement varier, mais en tout cas, on fait l'hypothèse que cette politique culturelle des transitions territoriales peut avoir aussi pour effet d'accompagner, de déployer, de structurer, de légitimité davantage hein, toutes ces formes-là, sans nécessairement les assécher ou les dénaturer. Donc ça, c'est très important. Par contre, ce que ça implique, c'est un travail sérieux sur ce processus d'institutionnalisation. Sérieux, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de créer un énième appel à projet hein, qui pourrait a priori considérer que tout ça suffit. Pas du tout. Il s'agit fondamentalement de poser la question de l'évolution hein, de nos catégories de politiques publiques et notamment des politiques culturelles, mais bien d'autres, hein, des politiques urbaines notamment, des politiques de transition écologique, qui à un moment donné feraient toute leur place à ces acteurs culturels et à une partie des artistes qui à un moment donné travaillent effectivement dans les territoires sur ces enjeux de transition. Peut-être qu'on va passer à la séquence sur l'urbanisme culturel. Du coup, Agathe, je te laisse la parole, sauf si Raphaël, tu veux dire quelque chose sur le mouvement d'urbanisme culturel. Juste un mot, ce qui me semble très intéressant, c'est que c'est une forme possible d'une action publique, même si elle n'est pas initiée par l'État, par les territoires ou une collectivité, là c'est vraiment les acteurs qui portent ça, sur une manière effectivement de travailler une politique culturelle des transitions et des territoriales, et ça me semble extrêmement intéressant. Voilà, c'est juste le point. Je peux vous présenter un peu ce mouvement de l'urbanisme culturel. Donc, c'est pas, ce terme, il n'est pas, voilà. Enfin, en tout cas, nous, on ne l'a pas employé tout de suite quand on a monté Quester. On disait qu'on était une coopérative art, territoire, société. Personne ne comprenait rien à ce qu'on faisait. Donc, à un moment, on s'est réunis au Polo en 2018, donc le pôle art et urbanisme à Saint-Pierre-des-Corps à Tours, côté de Tours. Et voilà, le Polo a réuni en fait un certain nombre d'acteurs qui étaient des artistes, qui étaient des associations culturelles, qui étaient des architectes, qui étaient des urbanistes, qui étaient des acteurs de l'ESS comme nous, des coopératives. Donc voilà, un certain nombre d'acteurs assez différents en se disant, mais en fait, vous êtes tous en train justement de faire, c'est ce que disait Raphaël, ces expérimentations à différents endroits et aussi finalement de vous épuiser un peu. Nous, enfin voilà, c'était quand même, enfin voilà, tenir l'agenda des 3 enjeux que je vous ai cités, il était quand même extrêmement complexe et il relève effectivement d'un art du bricolage et de la ténacité qui était parfois voilà, assez fou. Donc on s'est pas mal réunis pour se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce on se fixe ce triple agenda? Comment est-ce qu'on arrive à tenir? Donc on s'est d'abord un peu fait voilà,
du cocooning en fait collectif là pour se redonner du courage en fait d'agir. Et peu à peu, on s'est dit, mais finalement, ce qu'on fabrique ensemble, c'est de l'urbanisme culturel. Et à partir du moment où on a posé ce terme d'urbanisme culturel, et ben on se dit, allez, on l'assume, on le prend. Et en fait, de façon assez drôle, en fait, quand on a dit, maintenant, on fait de l'urbanisme culturel, les gens disaient, ah oui, oui, d'accord. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais voilà, on s'est pas mal réunis. Donc, depuis 2018, on s'est réunis d'abord à plusieurs reprises pour essayer de tenter de définir l'urbanisme culturel. Ça a mis plusieurs années, c'était long parce que ça se travaillait aussi avec les terrains de chacun, voilà. Et on est arrivé sur cette définition que vous voyez s'afficher ici. Donc, l'urbanisme culturel inscrit dans les enjeux contemporains des transitions regroupe un ensemble de pratiques qui contribuent à la transformation des territoires en vue de leur meilleure habitabilité. S'appuyant sur des interventions artistiques et culturelles situées, l'urbanisme culturel crée les conditions de la capacité à agir pour toutes les parties prenantes et influe sur les modes opératoires de la fabrique territoriale. Donc, c'est ce que je vous ai un peu présenté tout à l'heure à travers des exemples, mais ça a été voilà, assez important de donner cette définition. Il y a un document qui s'appelle Repère que peut-être tu pourras en renvoyer ensuite, voilà, Béatrice, là, pour que tout le monde en fait, voilà, puisse lire en fait cette plaquette. On a essayé de faire ces différentes définitions et du coup, avec des acteurs, donc il y avait encore une fois différents projets. Donc, je ne vais pas tous les décrire, mais très rapidement, je peux vous parler que dans les acteurs un peu historiques, il y a l'Agence nationale de psychanalyse urbaine qui s'est donnée pour ambition de psychanalyser les villes du monde entier. Donc voilà, il y a une démarche par exemple comme Vieillir vivant qui est portée par Cartemplein et Isopla qui travaille sur la question de la place des personnes âgées, du vieillissement dans notre société. Donc voilà, à travers différentes démarches. Ça peut aussi être par exemple le Parlement de Loire, qui est une démarche qui a été initiée par le Polo avec toute une série d'acteurs, dont l'écrivain Camille de Toledo, pour instituer en fait une personnalité juridique à la Loire et lui donner un droit de parole dans les tables de négociation. Ça peut être par exemple la compagnie Tangible qui pendant plusieurs années a accompagné le démantèlement d'une usine de charbon à côté d'Ivry, et donc a accompagné ce processus de démantèlement à la fois physique de cet espace, mais aussi du coup de démantèlement aussi dans les représentations et les mentalités de qu'est-ce que ça voulait dire pour des habitants qui vivaient, qui étaient ouvriers dans cette usine-là, de voir disparaître cet espace. Ça peut prendre la forme d'un énorme campement, par exemple comme le projet Transfert qui a été porté par Pickup Production pendant 4 ans à Rezé, voilà, proche de l'île de Nantes, sur un futur écoquartier. Ça peut être une démarche comme celle portée par l'artiste Stéphane Chanclan, la démarche HQAC, haute qualité artistique et culturelle, qui accompagne, là par exemple ce projet Transat 5 qui a accompagné pendant plus de 12 ans un projet urbain en essayant de voir tous les endroits où l'art pouvait accompagner le chantier et la transformation. Ça peut être aussi des démarches voilà, plus larges comme le projet Banlieue Capitale qui a été une tentative qui a échoué de faire en sorte qu'il y ait une candidature de toutes les banlieues au projet Capitale européenne de la culture. Voilà, donc différents types de démarches qui, du coup, agissent vraiment sur ces enjeux de transition au croisement de plusieurs histoires, hein, donc l'urbanisme, les pratiques artistiques contemporaines. Tu as refait référence, Raphaël, récemment à toute la question de l'art, des croisements entre art et société, qui évidemment s'inscrivent dans toute l'histoire des avant-gardes du XXe siècle. Hein. Rien n'est nouveau hein, dans ce qu'on invente, en fait, c'est juste qu'on remet ça à l'agenda. Les politiques culturelles, mais aussi l'éducation populaire. Cette démarche, elle peut intervenir à différents endroits de la fabrique des territoires, sur des enjeux d'aménagement d'espace public, sur des questions de paysage, sur des questions de scénographie urbaine, sur des questions d'usage, d'ambiance, de relations sociales et au vivant, de production symbolique. Donc, ça peut être extrêmement large. Et il y a vraiment cet enjeu d'un ajustement permanent. Ce sont des démarches agiles, en fait, qui sont toujours ancrées dans un contexte. Donc, cette notion de permanence dont je parlais, elle est hyper importante. Et elles vont s'ajuster tout le temps à leur contexte, elles vont évoluer avec leur contexte. Et donc, elles font de la notion d'improvisation un enjeu très fort. Et ça, par rapport à ces enjeux d'institutionnalisation dont parlait Raphaël, c'est intéressant parce que c'est compliqué c'est compliqué de faire valoir cette notion d'improvisation qui est constitutive de ces démarches-là avec des enjeux d'institutionnalisation. Et pourtant, c'est vraiment ce qu'on doit faire, notamment dans un monde dans lequel on vit aujourd'hui, où de toute façon, on est de toute façon, on doit sans cesse improviser, et on le voit là très récemment.
Donc, il y a vraiment cet enjeu d'ingéniosité, de décadrage, d'intelligence des situations, de faire avec, de prendre soin, qui sont autant d'éléments de méthodologie que l'on retrouve dans toutes ces démarches que je vous ai situées. Et donc, nous, aujourd'hui, on se définit comme un acteur du ménagement des territoires qui invite à ménager les êtres, les choses et les lieux. Donc voilà, on est venu du champ de l'aménagement comme un cadre opportuniste pour développer cette démarche-là à la question du ménagement. Et donc aujourd'hui, il faut travailler effectivement une politique culturelle de ménagement ou de transition, comme le dit Raphaël, et instituer cette politique-là. Donc, dans les membres fondateurs, les membres fondateurs s'affichent ici. Aujourd'hui, on a créé en fait une association. Vous voyez le logo là en exclusivité là. Donc, cette association s'appelle le Mouvement de l'urbanisme culturel. On l'a créée en décembre dernier, le 19 décembre 2023, jour de la Saint-Urbain, à Montpellier. Et cette association, on est 5 coprésidents. Donc, moi, je suis une des 5 coprésidentes. Et notre objectif, c'est de représenter les praticiens de l'urbanisme culturel, de rendre visibles ces pratiques par la valorisation et le plaidoyer, notamment auprès des ministères. Donc là, par exemple, Raphaël faisait potentiellement aussi allusion à un programme qui est en train de se mettre en place par le GIP EPO, donc le groupement d'intérêt public qui réunit les ministères de la Culture, le ministère des Transitions, et qui travaille actuellement, qui a travaillé toute l'année 2024 à la mise en place d'un programme. Et donc, nous, on a essayé de faire du lobbying là-dessus pour que ce soit effectivement pas un énième programme d'expérimentation qui nous donne des espaces de travail, mais plutôt un espace qui nous permette de réfléchir en fait et de trouver en fait tous les mécanismes pour travailler cette logique d'institutionnalisation, parce que c'est vraiment ça qu'on a à notre agenda aujourd'hui, parce que voilà, on est vraiment arrivé effectivement au bout des expérimentations, et donc de structurer et de développer un champ professionnel. Donc cette association, elle est ouverte. Vous êtes invité à la rejoindre si vous vous retrouvez dans les éléments, donc notamment cette plaquette repère. Voilà, on a commencé à lancer des webinaires, on était presque 150 personnes à venir se connecter, donc on sent que ça répond à des enjeux. Dans ces 150 personnes, il y a autant des gens de la culture, de l'art, que du champ des territoires ou de l'urbanisme. Donc c'est vraiment, on voit qu'on est vraiment dans cette intersectorialité qui aujourd'hui, en vrai, n'existe pas d'un point de vue institutionnel et donc sur lequel il faut qu'on pèse pour que ces cadres puissent se créer. Voilà, pour vous présenter un peu rapidement ce mouvement et les objectifs de l'association. Merci beaucoup, Agathe. Une question qu'on n'a pas pu traiter tout à l'heure, qui était plutôt pour Raphaël. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu as un peu répondu, mais sur comment faire en sorte de généraliser la co-construction des politiques publiques, justement, pour co-construire avec la société civile, la population, la transition, notamment à l'échelle territoriale, alors que certains points sont parfois impopulaires. Quelqu'un de la région Réunion qui nous pose la question. Enfin, ça s'adresse, enfin, vous pouvez répondre tous les deux. C'est pas mal comme dernière question, du coup. Ouais. Non, mais disons, c'est impopulaire parce que, comment dire, derrière, comment dire, il faut réussir à travailler sur des problématiques, des enjeux qui font sens, qui s'inscrivent dans le quotidien des individus. Ça, c'est la première chose, et c'est un peu ce qu'on essaye justement de travailler avec le Lucas sur cette fabrique collective des politiques culturelles. C'est vraiment à un moment donné essayer, encore une fois, hein, de ruser, c'est-à-dire pas arriver évidemment avec ces termes, notamment transition. Du coup, là, je l'utilise, mais très clairement, c'est fini. Je l'utilise plus en débat public. C'est fini. Voilà. Donc, j'ai parlé d'enjeux environnementaux, du paysage, des choses comme ça, qui font sens, du fleuve, voilà. Mais jamais de transition, même du bifurcation. On va nous parler aujourd'hui de bifurcation, surtout pas. Donc, si vous voulez, déjà, c'est par rapport à tous ces termes, qui sont des termes quand même qui sont pensés, structurés, travaillés, qui sont fondamentaux. Il nous faut des notions, il nous faut des mots, il nous faut un nouveau aussi champ lexical. Avec tout cet hyper mouvement de société médiatique absolument infernal, il nous faut, en tout cas pour nous, travailler autrement. Et pour travailler autrement, eh bien, il faut éviter de mettre à distance tout de suite. Et tous ces termes sont extrêmement, en tout cas problématiques pour commencer à travailler effectivement sur la mise en transition des territoires. Donc, ce qu'il faut faire, c'est à un moment donné, déjà, travailler collectivement, créer les conditions de la rencontre, ça c'est énorme, c'est un travail, il ne suffit pas de le dire, mais quand il s'agit véritablement de travailler en coproduction, vous avez cette myriade d'acteurs aujourd'hui, hein, d'acteurs, moi je parle de tiers acteurs, que ce soit les acteurs de l'urbanisme culturel, mais bien d'autres, hein, et notamment dans le champ du design des politiques publiques par exemple.
qui, à un moment donné, sont des acteurs qui savent penser des outils, des méthodos, les travailler systématiquement à l'échelle des territoires. Il n'y a pas comme ça une méthode industrialisée avec un cahier de bonnes pratiques qu'on pourrait consulter, alors page 132, pour nous dire comment faire de la bonne coopération. Mais il s'agit effectivement de travailler au plus près des territoires et de leurs enjeux. Donc ça, c'est fondamental. Et à un moment donné, alors je reprends toujours cette expression, c'était parce que j'ai beaucoup appris en Espagne avec ces mouvements aussi hein, de ces acteurs de l'urbanisme, qui disaient il faut se mettre au niveau des trottoirs. Voilà. Et donc travailler au plus près des problématiques, des besoins extrêmement concrets des gens. Et par les expériences, sans jamais le dire, sans jamais dire vous allez transformer le monde, et là on est en train de réinventer la société, surtout pas, par des expériences multiples, conduite sur le temps long, hein, avec derrière une vraie stratégie, une vraie politique publique qui soutienne tout ça, et bien progressivement, les gens vont faire tout simplement l'expérience. L'expérience déjà de l'autre, ce qui est absolument magistral dans nos sociétés, mais l'expérience en fait par le corps, par toute une série hein, de sens, de ce que peut être, ce que peut signifier bah, ces enjeux de transition, ce que peut signifier la coopération, c'est-à-dire à un moment donné, juste faire l'expérience que je prends un exemple très basique. Quand vous travaillez sur un banc avec de multiples acteurs, un artiste, un architecte, un habitant et tout ça, bah, in fine, le produit, ce que vous allez produire, eh bien, jamais vous auriez pu le concevoir, l'imaginer tout seul. Et vous allez surtout faire l'expérience que la multiplicité, la multitude permet d'avoir, en fait, de produire des choses extrêmement intéressantes potentiellement. Vous allez faire l'expérience de la société numérique, en comprenant notamment sous ces plateformes, par exemple, de financement participatif, ce que peuvent apporter les Fab Labs dans ces histoires-là. Donc voilà, je ne vais pas du tout multiplier là, mon propos, de tant qu'il n'y a plus le temps, mais il s'agit clairement de se mettre au niveau des trottoirs, de prendre le temps, s'inscrire dans le temps long, et à un moment donné, à travers des ruses et des tactiques, eh bien, permettre à tout à chacun de faire l'expérience de ce qu'on essaye d'expliquer et de théoriser. Mais voilà. Et Agathe, peut-être juste pour compléter, enfin, en d'autres termes, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. Enfin, nous, tous nos projets démarrent par une enquête. Et en fait, la question de ce temps-là, en fait, il est hyper important parce que l'enquête, c'est aussi ce qui permet d'engager en fait les personnes et de voir avec elles la somme de leur attachement. Et en fait, ce qu'on voit de façon majoritaire, quels que soient les territoires, c'est qu'il y a les gens, mais ils n'en ont rien à fiche qu'on leur parle ni de culture d'ailleurs, ni de politique culturelle, de transition, enfin tous ces termes-là. Donc il ne faut pas les utiliser, mais par contre, les gens sont attachés à l'endroit où ils vivent, en bien ou en mal, mais ils sont attachés. Et donc réussir à nommer en fait, à décrire ces attachements, à décrire ces relations avec leur environnement, c'est par là qu'il faut démarrer. Et c'est ça qui prend du temps, mais qui est extrêmement important, ouais. je crois, en fait, dans ces éléments-là. Et par rapport à la question des petites communes, que je vois quelqu'un qui me dit, je suis dans une petite commune de 10 000 habitants, comment on peut faire? Nous, aujourd'hui, enfin, vraiment, là où ça a du sens, notre travail, pour moi, c'est parce qu'on travaille sur les périphéries, donc les banlieues et les zones rurales en priorité. Et je pense que c'est là qu'il faut aller travailler en priorité. Et là, il faut qu'on trouve des moyens pour le faire, en fait, parce que c'est vraiment les enjeux, ils sont à ces endroits-là. Et c'est clairement, enfin voilà, le sens du mois qu'on vient de traverser. On sait que c'est à ces endroits-là qu'il faut traverser et repartir, retourner dans ces endroits-là. Moi, j'ai passé mon week-end dans des tout petits villages en centre-Bretagne à parler sur les marchés, devant l'Intermarché, dans la maison de retraite, etc. Enfin, je veux dire, c'est à ces endroits-là qu'il faut aller travailler, qu'il faut aller enquêter. Et ça, il faut qu'on trouve les moyens de le faire comprendre aux institutions pour qu'elles aillent financer ces enjeux-là, quoi. Ouais, juste, enfin, je suis complètement d'accord, et c'est clairement tous ces acteurs qu'on analyse, hein, ils travaillent d'abord et avant tout dans ces territoires-là, ruraux, de faible densité, les territoires dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est pas du tout un truc de bobo parisien métropolitain, ça c'est extrêmement important. Ils travaillent d'abord et avant tout dans ces territoires-là. Juste par rapport à ce que tu disais, ce qu'on essaie de travailler avec le Lucas, c'est à minima de comprendre à travers ces exercices de co-diagnostic ce qui fait culture à un moment donné sur un territoire, sans complètement le dire, mais à un moment donné, effectivement, tous ces attachements que peuvent avoir les gens à leur territoire, essayer d'identifier ça. Et ça, c'est pas dans les documents institutionnels, c'est très difficile à identifier. Et in fine, de travailler à ce qui fait problème, en tout cas ce qui fait enjeu, quels sont les défis à travailler. Et ça, collectivement, essayer de le travailler collectivement, c'est extrêmement important parce qu'ensuite, vous avez une espèce d'adhésion spontanée par rapport au projet que vous allez développer. Et bah, merci beaucoup, Gazotavi, Raphaël Besson, pour ce webinaire. On arrive au bout. On va terminer là pour finir à l'heure. Merci pour vos interventions respectives et pour ces échanges. Et puis, bah, pour tous les participants, on vous enverra le lien des ressources qui ont été évoquées. Et puis, le webinaire sera disponible en rediffusion, comme je le disais, si vous voulez partager ensuite
euh, voilà, autour de vous et on vous enverra aussi les supports qui ont été présentés. Voilà. Voilà, merci beaucoup, bonne journée à Merci. tous et bel Bonne été. journée. Au revoir. Au revoir.